Et donc, comme on a vu précédemment, les réseaux de neurones convolutifs, ils nous permettent de faire de la classification d'images, mais il est temps de passer aux choses sérieuses et de comprendre comment ça marche pour faire cette classification. Euh, donc, pour nous, les êtres humains, notre système, il connaît déjà les noms des caractères et des catégories prédéfinies des objets, ce qu'on appelle les étiquettes. Donc, en regardant une image, on pourrait dire s'il s'agit d'un chat, un avion, un fruit ou n'importe quel autre objet. Mais si on demande à un ordinateur de le faire et de faire la même chose, la même opération, en lui insérant en entrée une image et qu'on attend qu'il nous retourne la classification de cette image, dit comme ça a l'air facile et ça donne l'impression que c'est une tâche facile parce que nos cerveaux, ils le font sans aucun souci. Mais pour une machine, pour un ordinateur, c'est une tâche extrêmement complexe et difficile parce que c'est qu'elle voit l'ordinateur, ce n'est pas la même chose qu'on voit nous. Et quand on lui donne en entrée une image, il voit juste une gigantesque grille de chiffres où chaque chiffre il représente la valeur des couleurs rouge, vert et bleu de l'image. Et donc, il ne voit pas la même chose que nous. Mais on ne peut pas compter sur ce qu'il voit, on ne peut pas compter sur ses pixels pour reconnaître s'il s'agit d'un chat dans l'image ou d'une autre chose. Pourquoi je dis cela? Je vais m'expliquer parce que simplement, si on laisse le même chat dans la même, on prend l'exemple qu'on a sous les yeux, si on laisse ce même chat dans la même position, le même emplacement et tout le reste, et on change simplement euh, l'emplacement de caméra pour prendre la photo d'un autre endroit, d'un autre angle. Euh, et donc, on obtiendra au final une image une image euh, où il y aura le même chat, la même position et tout le reste, mais notre matrice gigantesque sera complètement différente. Même si la photo, il n'y a rien qui a changé dessus. Et donc, notre algorithme, il doit être robuste, mais ce n'est pas le seul problème qu'il va affronter. Il y en a d'autres défis. À titre d'exemple, il y a le défi d'illumination comme il est présenté sur les images qu'on voit. Et aussi, les objets, ils peuvent être déformables. Et je pense que les chats, ils font partie des animaux les plus déformables, comme on peut regarder sur les images. Il y a encore plusieurs autres défis qu'on n'aura pas assez de temps pour tous les citer. Maintenant, voyons voir et voyons comprendre comment on peut détecter qu'il y a des chats sans s'appuyant sur les pixels et notre gigantesque grille, mais en s'appuyant sur les réseaux de neurones convolutifs, donc qui se composent de plusieurs couches. La première des couches est la couche de convolution, qui est une opération mathématique qui s'appelle la convolution ou qui est un produit de convolution. Et donc, il s'agit d'une opération linéaire. Chaque réseau de neurones contient au moins une couche de convolution qui permet de traiter un volume d'entrée pour fournir un volume de sortie. Et donc, cette couche de convolution, il analyse l'image par zone et se focalise sur chaque partie de la donnée. On dit qu'elle a une approche locale qui lui permet d'extraire les motifs, les caractéristiques importantes de la donnée. Donc, prenons un exemple concret. Par exemple, on doit repérer s'il y a un chat dans une photo ou dans une image ou pas. Et donc, ce qu'elle fera la couche de convolution, les couches de convolution de notre modèle, ils prendront notre image et ils détecteront les zones de l'image qui ressemblent à un chat.
et ils repéreront ces endroits où se trouvent ces caractéristiques, ils les garderont en mémoire pour qu'ils puissent comprendre cette donnée et lui donner un label ou une étiquette de chat. Donc, les caractéristiques de la couche de convolution. Dans un premier temps, on a la définition de la taille de la fenêtre du filtre. Qu'on a dans l'exemple situé en haut à gauche donc c'est la fenêtre du filtre qui représente la feature et il se déplace progressivement de la gauche vers la droite d'un certain nombre de cases définies au préalable qu'on appelle le pas, comme on voit sur l'exemple. Et donc on se déplace de gauche vers la droite jusqu'à l'arrivée au bout de l'image. Cette étape de convolution, il permet de compresser les caractéristiques de l'image fournie en entrée de façon à réduire sa taille initiale. Donc à chaque portion d'image rencontrée, un calcul de convolution, un produit de convolution s'effectue, permettant d'obtenir en sortie une carte d'activation ou feature map qui indique où sont localisées les features dans l'image. Et donc, comment il se fait ce calcul, comme on voit sur l'image, c'est simplement on prend la même taille de notre filtre de convolution et on fait la multiplication de chaque pixel de l'image et chaque pixel de la convolution et on fait la somme de ces deux au final. Passons à la deuxième couche, la couche de pooling, la couche de sous-échantillonnage. Et donc cette couche est chargée de réduire la taille spatiale des cartes de caractéristiques tout en conservant les informations importantes. Cette étape il nous permet de rendre les représentations d'entrée plus petites et plus faciles à gérer. Aussi, il nous permet de réduire la puissance de calcul et également obtenir une représentation équivariante de l'image. Donc, il existe différentes méthodes d'échantillonnage, mais on va parler de max pooling, celui utilisé dans les réseaux de neurones convolutifs. Et donc pour donner l'exemple du fonctionnement de max pooling, voici cette matrice de taille 4x4, disons qu'elle représente notre entrée initiale et un filtre de taille 2x2. Nous appliquerons sur notre entrée et donc pour chaque région balayée par ce filtre, le max pooling il prendra le maximum. Et donc, on obtiendra une nouvelle matrice de sortie où chaque élément correspondra au maximum de chaque région rencontrée. Il nous reste au final la couche fully connected, complètement connectée. Et donc, cette couche, elle intervient au final, ou à la fin de notre réseau de neurones. Il utilise la fonction d'activation softmax, qui est une fonction d'activation utilisée pour la classification d'images, la multiclassification. Et donc le but de cette couche complètement connectée est de pouvoir utiliser les fonctions de convolution et de pooling pour classer l'image d'entrée dans différentes classes en fonction de l'ensemble des entrées, l'ensemble des données d'apprentissage. Donc voici en général les étapes sur lesquelles il s'appuie le réseau de neurones convolutif. Aussi on voit la fonction relue qu'on a vue précédemment et détaillée. Donc je pense qu'on a eu cette partie assez dense et il est temps de passer à la partie plus amusante, la partie pratique.